Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle immersion analytique. Je suis vraiment ravie de lancer la mission du jour parce que c'est un sujet qui nous concerne vraiment tous. On va essayer de comprendre pourquoi notre esprit, qui est pourtant une machine d'analyse incroyable, pourquoi il se fait si souvent piéger par des discours ultra complexes, mais qui en fait ne veulent absolument rien dire. Bonjour. Oui, c'est un paradoxe collectif vraiment fascinant. Et pour ça, on s'appuie sur une source passionnante, sortie cette année, donc en 2026. C'est le livre de Thierry Minkowski, Le faux mystère, essai sur l'illusion de profondeur dans le langage. Alors pour bien poser le cadre, l'auteur précise tout de suite qu'il ne s'agit pas du tout de rejeter la vraie complexité intellectuelle, la physique quantique ou la philosophie fondamentale. Par nature, ça demande un niveau d'abstraction élevé. Bien sûr, c'est pas une critique de la science. Non, pas du tout. L'enjeu de ce livre, c'est plutôt de développer un outil d'autodéfense mentale. Parce que dans notre époque où l'information circule à une vitesse vertigineuse, on a vraiment besoin de pouvoir différencier une idée profonde d'un simple écran de fumée. Bon, décortiquons cela. Le premier point que soulève l'auteur, c'est que ce problème vient en fait d'un de nos plus grands atouts, notre besoin viscéral de sens. C'est le fameux bug de notre cerveau. Voilà, on est programmé biologiquement pour trouver des motifs partout. C'est ce qui a permis à l'humanité de créer des civilisations, d'inventer des mythes, de développer la méthode scientifique. L'esprit a horreur du vide et du hasard. Et c'est justement cette force évolutive qui devient une faille. Face à un manque de sens, notre cerveau préfère carrément inventer une logique plutôt que d'admettre qu'il n'y a rien à comprendre. Et il y a un exemple parfait dans le livre, une phrase générée aléatoirement. Je la lis. La conscience universelle transforme la réalité libratoire de l'existence. Ah oui, cette fameuse phrase. Syntaxe parfaite. Mais les mots sont juste collés au hasard. Et pourtant, quand on l'entend, on a presque l'impression d'une révélation hyper profonde. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le mécanisme de cette illusion de profondeur pseudo-profonde. Quand on bute sur une phrase comme ça, qui utilise des mots prestigieux, notre cerveau ne se dit pas que la phrase est absurde. Il se dit que c'est lui qui n'a pas le niveau. Exactement. Par peur de paraître ignorant, ou juste par humilité mal placée, on accorde le bénéfice du doute au texte. On lui donne une valeur intellectuelle qu'il ne mérite absolument pas. Et ça s'appuie sur des biais cognitifs qui sont super bien documentés. Minkowski parle de l'effet Barnum. Le fameux test de personnalité de Forer en 1948. Oui, c'est fou cette histoire. Il donne un profil psychologique à ses étudiants, soi-disant ultra personnalisé. Tout le monde donne une super note de précision, genre «Ah oui, c'est tout à fait moi». Sauf que, Sauf que c'était le même texte pour tout le monde. c'est ça. Des phrases vagues du style « Vous avez un potentiel inexploité ». Et le cerveau comble les trous. Et Minkowski lie ça aussi à un autre truc génial, l'illusion de profondeur explicative. Ah oui, ça c'est redoutable. C'est notre tendance à croire qu'on comprend super bien des concepts familiers. Comme le fonctionnement d'un vélo ou d'une fermeture éclair. Les gens sont hyper confiants, mais dès qu'on leur demande de dessiner les rouages exacts, il n'y a plus personne. L'effondrement total. On confond le fait de reconnaître visuellement un concept et le fait d'en comprendre vraiment la mécanique. Et avec le langage abstrait, c'est pareil. On croit saisir, mais on ne peut pas reformuler. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette horreur du vide, elle pousse les gens à s'acharner sur des choses qui n'ont volontairement aucun sens. Et il donne cet exemple visuel incroyable, le Codex Seraphinianus. L'encyclopédie de Luigi Serafini, parue en 1981. Oui, c'est un livre de près de 400 pages, avec des dessins de plantes et d'animaux d'un monde imaginaire. Mais le plus fou, c'est le texte. Une écriture asémique. Voilà. Serafini a inventé de toutes pièces une écriture qui ressemble à une vraie langue. Il y a des majuscules, de la ponctuation, des paragraphes. Ça a l'air tellement vrai que des linguistes et des cryptographes ont passé des années, littéralement des années, à essayer de décoder le truc. Jusqu'à ce que l'artiste finisse par dire publiquement qu'il n'y avait absolument aucun sens caché. C'est incroyable de se dire que des spécialistes ont perdu des années là-dessus. Mais ça illustre parfaitement la thèse de Minkowski. La structure formelle d'un langage, juste l'apparence de la grammaire, ça déclenche chez nous une quête frénétique de signification. Notre cognition refuse de croire qu'une telle structure puisse être vide. Bon, chez Serafini, c'était une démarche artistique. Mais ce qui est effrayant, c'est que l'auteur nous montre que d'autres utilisent exactement les mêmes techniques de façon beaucoup moins innocente pour créer une fausse aura de compétences. Oui, il synthétise très bien les techniques du vide. La première, c'est l'usage abusif d'un jargon impressionnant.
Pour intimider, en fait. Totalement. C'est pour donner une autorité artificielle. Ensuite, il y a l'utilisation de concepts impossibles à vérifier. Les fameuses énergies quantiques ou les forces vibratoires. C'est ça, des termes dépouillés de leur vraie substance scientifique. On ajoute à ça une ambiguïté permanente. Pour que chacun puisse y voir ce qu'il a envie d'y voir, un peu comme l'effet Barnum. Et la technique la plus manipulatrice, c'est de retourner la situation, transformer l'incompréhension de l'autre en un argument d'autorité. C'est-à-dire que si je dis que je ne comprends pas, on va me répondre que c'est moi qui n'ai pas le niveau spirituel ou intellectuel nécessaire. Exactement. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas un initié. C'est le mécanisme de défense parfait pour bloquer toute critique. Et ce qui est fou, c'est que cette illusion, on la retrouve vraiment partout dans la société, pas seulement dans les groupes sectaires ou le développement personnel douteux. Non, ça infiltre le discours public, le discours politique. D'ailleurs, l'auteur est très neutre là-dessus. Il montre bien que ça n'appartient à aucun camp politique en particulier. C'est un outil rhétorique universel. Minkowski cite George Orwell, qui dénonçait déjà ça au milieu du XXe siècle. Orwell montrait comment des mots très symboliques, des mots nobles comme justice ou liberté, sont vidés de leur sens pour devenir de simples slogans. Des mots valises, en fait. Oui, ça permet de susciter une émotion forte chez l'auditoire sans jamais avoir à s'engager sur des mesures concrètes. Et l'auteur remonte même plus loin, au XIXe siècle, avec Arthur Schopenhauer. C'est assez savoureux de voir comment il taclait ses collègues philosophes. Surtout Hegel, oui. Schopenhauer l'accusait de dissimuler un manque cruel d'idées derrière des phrases d'une lourdeur syntaxique épouvantable. Il disait en gros que c'était fait exprès pour étourdir le lecteur, pour le forcer à croire qu'il y avait une profondeur philosophique là où il n'y avait qu'un mirage. Ce qui prouve que même les milieux qui sont censés garantir la rigueur de la pensée, comme le monde académique, sont très vulnérables. Surtout le monde académique même, j'ai envie de dire. D'ailleurs, l'affaire Sokal de 1996 qu'il raconte en détail, c'est l'exemple parfait. Un cas d'école. Donc on a ce physicien Alan Sokal qui en a marre de voir des intellectuels utiliser des termes de physique quantique n'importe comment pour faire genre. Pour prouver que le système a une faille, il rédige un article avec un titre imbuvable du style « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravité quantique ». Un chef-d'œuvre de charabia. Mais vraiment, il assemble des absurdités, il dit que la gravité c'est une construction sociale, il met des mots compliqués partout, et il l'envoie à une revue académique hyper prestigieuse. Et c'est publié. Publié sans problème. Si nous relions cela à une perspective plus large, c'est la démonstration terrifiante que l'autorité et l'esthétique priment parfois sur le fond. L'article flattait les biais des éditeurs, il imitait le bon jargon, donc l'esprit critique a été totalement éteint. Et le pire, c'est la réaction quand il a avoué le canular. Les gens ne voulaient pas admettre s'être fait avoir. Non, certains ont même dit que son texte bidon soulevait quand même des questions intéressantes. C'est l'esprit qui refuse de lâcher l'illusion du sens, surtout quand l'ego est en jeu. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Parce que là, on pourrait se sentir complètement désarmé. Si même les experts se font avoir, comment une personne normale peut se protéger au quotidien? Heureusement, Minkowski ne nous laisse pas sans défense. L'annexe 3 de son livre est une vraie boîte à outils. Il propose une méthode en 5 questions pour démasquer le vide. Imaginons qu'on nous vende un concept du genre, le management par résonance quantique synergique. Comment on l'attaque avec la méthode? La première question, c'est d'exiger une définition stricte. Que signifie exactement le mot quantique dans ce contexte? Si la personne répond avec d'autres mots flous, c'est mauvais signe. Deuxième étape, l'idée centrale. Peut-on la reformuler avec des mots de tous les jours, comme on parlerait à un ado? C'est l'épreuve de feu. Si le concept s'effondre sans son jargon, c'est qu'il était creux. Ensuite, troisième question, il faut demander des exemples concrets. L'ancrage dans le réel. Voilà. Sans exemple mesurable, on nage dans l'invérifiable. Et le quatrième point est très comportemental. Ah oui, c'est de regarder comment réagit la personne quand on la questionne. C'est un excellent détecteur. L'idée peut-elle être discutée sans que l'auteur ne se cache derrière son autorité, ou pire, sans qu'il ne vous attaque sur votre supposé manque d'ouverture d'esprit? Si on vous dit que vous n'êtes pas assez éveillé pour comprendre, alerte rouge. Exactement. Et enfin, la cinquième question porte sur la clarté évolutive. L'explication devient-elle plus claire avec le temps? Parce que c'est ça la vraie profondeur. L'auteur insiste beaucoup là-dessus. La clarté n'est pas l'ennemi de la profondeur. Au contraire, quand on étudie un truc vraiment complexe, ça s'éclaire progressivement. Alors qu'avec le faux mystère, on rajoute juste des couches de brouillard. Rendre une idée complexe vraiment claire, ça demande un immense courage intellectuel. Parce qu'on expose l'architecture de sa pensée et on accepte la critique, alors que l'obscurité, ce n'est souvent qu'un bouclier pour se protéger de la réfutation.
Il faut préciser que Minkowski ne rejette pas le vrai mystère, comme les origines de l'univers. Pas du tout. Mais le vrai mystère appelle à l'exploration, à la curiosité, à la science. Le faux mystère, lui, paralyse complètement la pensée. Eh bien, pour résumer tout ça, de cette incroyable histoire du Codex Seraphinianus jusqu'au slogan politique, on voit que refuser d'être impressionné par l'obscurité, c'est un véritable acte de liberté. Une vraie hygiène mentale, oui. Et rappeler à quiconque écoute que poser une question toute simple comme «Que voulez-vous dire très exactement par là?» c'est au final notre meilleur super pouvoir. Cela soulève une question importante pour clôturer cette réflexion. C'est peut-être le paradoxe le plus grand de cet essai. Lequel? On a bien vu que le cerveau est programmé depuis la nuit des temps pour chercher du sens, pour chercher des motifs, et même pour aimer le mystère. C'est lié à notre survie. Du coup, cette quête radicale de clarté intellectuelle que demande Minkowski, est-ce que ce n'est pas, au fond, une lutte épuisante contre notre propre nature biologique? Ah, ça donne le vertige vu comme ça. Peut-on vraiment espérer éradiquer notre fascination pour le faux mystère, ou bien est-ce que ce désir profond d'être enchanté par l'incompréhensible, c'est précisément ce qui fait de nous des humains? Une réflexion magnifique pour terminer, qui laisse le champ ouvert à pas mal d'introspection pour la suite. Merci d'avoir décortiqué cette méthode avec nous. C'était un plaisir. Face à l'océan d'informations qu'on traverse tous les jours, on espère que ces outils vous aideront à garder l'esprit bien aiguisé. Merci de nous avoir suivis dans cette immersion et à très bientôt pour notre prochaine exploration analytique.